Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Vous le savez, le groupe socialiste, écologiste et républicain est fortement attaché à la question de l'encadrement de l'enseignement supérieur privé qui nous occupe aujourd'hui. Nous avons fait adopter le 11 février dernier une proposition de loi visant à protéger les étudiants et étudiantes face aux pratiques commerciales abusives des établissements d'enseignement supérieur privé que j'avais déposée ici même au Sénat. C'est grâce à l'adoption de cette PPL il y a plus de 3 mois que le gouvernement a été poussé à mettre enfin ce projet de loi à l'ordre du jour de nos travaux. Il était grand temps puisqu'il avait été présenté en Conseil des ministres il y a déjà près d'1 an. Nous avions dit à l'époque qu'il faudrait aller plus loin dans le contrôle et la réglementation des formations dispensées dans l'enseignement privé, notamment les titres confusionnistes qui induisent les étudiants en erreur sur la qualité de leur diplôme, sur l'usage abusif des aides à l'apprentissage et pour répondre au sous-financement chronique de l'université publique qui nourrit par ricochet le développement des boîtes privées. Près d'un quart des étudiants sont désormais inscrits dans le privé, près des 2/3 des apprentis sont inscrits dans l'enseignement supérieur privé. Nous nous réjouissons donc que le gouvernement prenne enfin à bras-le-corps cette question de la régulation de l'enseignement supérieur privé. Car l'éducation est un droit, pas un service, et les étudiants ne sont pas des marchandises. Depuis le livre Le Cube de Claire Marchal, les témoignages d'étudiants qui ont été victimes des publicités mensongères de formation au rabais et sans débouché s'accumulent. Nous les dénonçons sans cesse, il est temps d'agir. Votre texte, monsieur le ministre, arrive à un point nommé et est un premier pas qui repose essentiellement sur un pari. Celui que les mauvais acteurs du secteur, ceux qui font du profit sur l'angoisse des adolescents et de leurs parents, vont jouer le jeu de la régulation. Or, il y a tout à craindre que l'instauration de 2 niveaux de reconnaissance officielle ne serve en fait qu'à réguler les établissements qui sont déjà régulés. Ce pari peut paraître naïf, car comment croire que les officines qui se gargarisaient hier de ne pas être sur Parcoursup, au point d'en faire un argument de vente, vont se plier demain à un système qu'elles contribuent à saboter et chercher à obtenir un agrément qui les priverait de leur principal levier d'attraction en les obligeant à rejoindre Parcoursup. Vous faites ce pari car votre texte ne change pas les fondamentaux du secteur, c'est-à-dire que les procédures de déclaration d'ouverture d'établissements d'enseignement supérieur privé restent libres par défaut. On reste dans un régime de déclaration plutôt que de passer à un régime d'autorisation. Pour faire rentrer les mauvais acteurs dans le rang, il faut aller plus loin. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement qui propose de passer à un régime d'autorisation. Deuxièmement, on sait très bien aujourd'hui que l'essentiel des mauvais acteurs du marché sont des officines qui cherchent à profiter de la manne financière de la réforme de l'apprentissage de 2018. On ne peut plus accepter que l'argent public serve à engraisser des actionnaires de grands groupes privés, jamais assez repus de dividendes. C'est pourquoi il faut les frapper là où ça fait mal, au portefeuille. C'est le meilleur levier pour réguler et démarchandiser le secteur. De ce point de vue, les dispositions prévues par votre texte à l'article 5 sont très modestes et pas assez contraignantes. L'extension de l'obligation de certification Qualiopi à tous les organismes relevant du Code du travail n'est pas suffisante quand on sait que 93% des formations qui demandent aujourd'hui cette qualification se la voient octroyer. On est très loin des exigences faites aux établissements qui relèvent du Code de l'éducation. Il faut davantage flécher cet argent public vers les établissements à but non lucratif ou les établissements à formation diplômante pour éviter les distorsions dues à la manne de l'apprentissage et assainir le marché de l'enseignement supérieur. Je salue le travail du rapporteur en commission, qui crée un régime d'ouverture parallèle à celui des établissements pour les organismes de formation relevant du Code du travail et renforce la certification de qualité. Nous proposons d'aller plus loin en introduisant le caractère de non-lucrativité de la formation aux critères permettant à une formation professionnelle d'être qualifiée de certifiante et en majorant la part des contrats d'apprentissage prise en charge par l'employeur lorsque la formation ne délivre que des titres ou des grades reconnus par l'État ou lorsqu'elle n'emploie pas suffisamment d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. Concernant la protection des étudiants,
votre texte, monsieur le ministre, reprend une partie de ma proposition de loi dans ses articles 8 et 9, mais pas tout. Je remercie d'ailleurs le rapporteur d'avoir complété le dispositif de sanctions contre les pratiques abusives et d'avoir repris le texte de la proposition de loi. Nous continuons à avoir une divergence concernant le délai permettant le remboursement sans condition des frais engagés par les étudiants lorsqu'ils se retirent de la formation. Nous proposerons aussi de mettre fin aux dits frais de réservation en interdisant le versement de tout frais divers non compris dans le contrat de formation ou le versement anticipé lors d'une préinscription de toute somme d'argent dont l'affectation n'est pas précisée. Enfin, il est pour nous essentiel de préserver le caractère national des formations et des diplômes et le principe d'égalité d'accès aux études de tous les étudiants. C'est pourquoi nous nous opposerons à ce que les établissements puissent, même à titre dérogatoire et après évaluation par une instance nationale et indépendante, être accrédités par arrêté ministériel à créer leur propre formation correspondant aux grands secteurs légaux et à délivrer pour ces formations des diplômes dits nationaux. De même, sur la question des établissements publics expérimentaux permettant de rapprocher, fusionner ou regrouper des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui arrivent à échéance en 2028, plutôt que de les entériner définitivement dans la loi, alors qu'aucun bilan définitif n'a encore été tiré, avec notre collègue David Ross, nous proposons une prorogation souple des expérimentations en cours qui permettra notamment de mener les concertations nécessaires pour sortir des éventuelles situations de blocage qui peuvent exister. Monsieur le ministre, la communauté éducative, dans son ensemble, étudiants, parents, enseignants, attendait ce projet de loi avec impatience pour mettre fin aux pratiques sauvages des officines privées à but lucratif qui prennent notre jeunesse pour proie. C'est un premier pas, mais nous attendons de ce débat de nouvelles avancées que nous allons proposer au cours de la séance, à travers un certain nombre d'amendements que je vous ai exposés, pour pouvoir le soutenir. Nous restons, dans tous les cas, convaincus que le meilleur moyen de lutter contre la prolifération d'établissements privés à but lucratif et contre leur concurrence déloyale, c'est de renforcer l'enseignement supérieur public et de lui donner les moyens d'accueillir nos étudiants dans les meilleures conditions afin de garantir leur émancipation.